On va repartir sur cette carte. D'ailleurs, tiens, Olivier, si tu es toujours là, tout à l'heure, tu nous disais qu'on avait passé la barre des 45 millions. Tu peux nous donner donc ces chiffres à nouveau, tout neuf, tout frais, hein, plus frais que notre carte. Donc nous avons passé, donc là nous étions presque à la barre de 45 millions. Si Olivier n'est pas là, s'il y a un autre volontaire pour aller vérifier, ça serait formidable. Donc les 45 millions ont été dépassés. Encore une fois, au niveau public, peu d'informations, commence à avoir des informations qui montent et qui sont sorties par les campagnes, y compris de manière officielle, qui, eux, font du travail qualitatif. D'accord ? C'est-à-dire qu'eux, sur le terrain, ils ont des personnes qui font des équivalents de sondages sortis des urnes. Donc, ils ne prennent pas simplement la pure data qui est partagée sur les réseaux sociaux en ce moment avec les personnes qui font des comparaisons qui sont complètement souvent déplacées et qui n'ont aucun sens parce que 2024 est complètement unique. Et en plus de ça, comparé à 2020, période Covid et période de facilité à voter, c'est complètement fou. Par contre, ce qui est intéressant à suivre, parce que ça va être un élément clé, c'était aussi un élément clé, je vous prépare une émission justement sur le vote des femmes, c'était un élément clé de la victoire de la coalition de Joe Biden en 2020. Je vous rappelle que Joe Biden n'était pas favori. C'est très dur de battre un président sortant, c'est très rare aussi, et c'est très dur. Surtout qui avait disposé d'énormément d'argent à sa disposition, donc compliqué, qui est celle du genre. Donc on va un petit peu regarder, même si ce n'est pas tous les états clés, justement en termes d'information publique, il y a 3 états clés. Non, c'est pas ça, le genre sur 2024. Voilà, merci beaucoup Thomas. J'ai malheureusement, c'est ma faute, j'ai mis le même titre au même document 2 fois. Donc voilà, c'est où nous en sommes aujourd'hui. On remarquera, c'est quoi les états clés, Thomas, là-dessus? Il y a le Colorado, la Géorgie, Idaho, Michigan, Caroline du Nord et la Virginie. Et donc les états clés sont Géorgie et Caroline du Nord et Michigan, oui. Et Michigan, donc 3 états clés, et on se rend compte que il y a encore que l'écart jour par jour se creuse entre le nombre de femmes qui vient participer à cette élection. On a passé la barre qui était celle de Joe Biden. Donc l'écart entre le vote femme qui est considéré plus favorable à Kamala Harris, entre autres parce qu'il y a eu la décision de la Cour suprême, la suppression du droit à l'avortement Roe v. Wade, et puis également le fait qu'en général, on l'a vu en 2020, les femmes ont plus voté démocrate. Donc ça, c'est un indice intéressant, et on va justement écouter. C'est une personne que j'admire beaucoup. C'est pas d'un sens de l'admiration béate, mais parce que toutes ces informations sont extrêmement intéressantes. C'est un peu une nerd de la politique, une reine de la statistique. Elle a été formée, elle a travaillé dans les coulisses de la campagne de Barack Obama. Et c'est elle qui était en charge justement de la campagne de Joe Biden. Quand Kamala Harris est arrivée, elle l'a gardée. C'est Jen O'Malley. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. C'est elle, par exemple, à un moment où personne n'y croyait, personne ne l'a vu venir. Et aujourd'hui, c'est un État clé qui avait dit on va se concentrer sur la Caroline du Nord. C'était un des objectifs de la campagne de Joe Biden. Je vous parle de ça il y a 1 an et demi, qui était de se dire on va se concentrer sur la Caroline du Nord. Nos données, la big data dont je dispose, l'analyse que j'en fais nous démontre qu'avec les changements démographiques, on peut aller gagner la Caroline du Nord. C'est elle. Et donc, elle était invitée de MSNBC, où elle est revenue
sur les premiers enseignements du early vote. Et donc justement, merci Olivier qui nous dit que nous sommes à 45,9, donc carrément 46. Peut-être qu'on va finir la journée autour de 50. Hein. Ah, c'est fou, hein, parce que quand on a commencé l'émission, il y en avait 1 million de moins. 1 million de moins, 1 million de moins, 1 million par heure. C'est vraiment énorme. Merci beaucoup. Et donc, on va écouter sur MSNBC les premiers enseignements. Et encore une fois, ces enseignements, les informations que va vous communiquer Jen O'Malley viennent de data qu'à la campagne, donc de données qu'à la campagne, qui ne sont pas les données publiques, mais qui sont faites sur le terrain, d'aller voir, d'aller faire des sondages, d'aller vérifier l'âge des électeurs, etc., pour tirer les conclusions suivantes. On regarde ça tout de suite. So let me ask you about the early voting, because as people know, most states across the country, especially the early states, or the key battleground states, voting is happening right now. Michigan early voting just started. I gave some of those numbers. As you're looking at that data, what are you seeing that is encouraging to you, that people out there who are trying to reassure their neighbor or their friend or their mom can tell them about the early vote numbers? Yeah, so we actually feel very, very good about what we're seeing for early vote. But first of all, there is no historical precedent for this race. I guess that's probably an obvious thing to say, but the reality is what we are seeing is pretty unique to 2024. We are seeing high turnout everywhere. We are definitely seeing that our voters are turning out, and we look at two things. We look at how to make sure just the sheer volume of our voters are on track for what we need to win this race in our states to get to 270 electoral votes. But we're also looking at the number of voters who are not traditional voters. They're lower propensity voters. And when we look head to head at our vote versus the Republicans, we're coming out ahead there. More of our people that don't traditionally vote are showing up. Just in the last 2 days in Clark County in Nevada, for instance, where Las Vegas is, we have seen higher youth turnout in the last 2 days than we've seen at any other point this cycle. You mentioned Michigan. We had 145,000 voters vote early just yesterday alone. So we really like what we're seeing. We're seeing strong turnout. Our margins are strong, and the folks that we're focused on, those lower propensity voters that don't always vote, they're tuning in and they're showing up at a higher level in support of the vice president. And that's just to echo, this is so interesting. It's significant because lower propensity voters means if they're voting now, you don't have to chase them on election day. And that's a very big deal if they're turning out in Nevada that way. Voilà, donc je vous rappelle, c'est Jen O'Malley Dillon, donc qui est vraiment une espèce de génie reconnu comme ça hein, dans le milieu politique américain, aussi bien par les démocrates que les républicains. Il y en a aussi du côté républicain. Chaque campagne a toujours, hein, c'est un fait historique. Chaque campagne a toujours comme ça ces espèces de génies. Il y avait eu Karl Rove, qui, au-delà d'être le directeur de campagne de George Bush, donc qui était un petit peu son Steve Bannon, si vous voulez, c'était quelqu'un qui peut-être à ce moment-là aux États-Unis, dans les années 2000-2004, était la personne qui maîtrisait le mieux la carte électorale américaine. Et c'est un républicain. Et c'est pour ça qu'après Fox News l'a engagé et que très souvent, lorsqu'il y avait des élections qui étaient too close to call, donc où les résultats étaient serrés, ben en fait, Rove était le premier à dire non, mais en fait non, parce que je suis en train de regarder sur l'ordinateur et je vois que dans la rue machin de la, hein, le fameux micro-targeting, les données au niveau micro, je vois que dans la rue machin du quartier d'un tel, de ce district-là, il y a plus d'électeurs qui ont voté démographiquement. C'est ce genre d'électeurs, c'est favorable à tel candidat. Donc vraiment, c'était des choses complètement folles. Et donc, Jen O'Malley Dillon, c'est l'équivalent du côté démocrate. Ce n'est pas la seule. Il y a vraiment dans cette campagne, dans cette équipe de campagne autour de Kamala Harris, des vrais génies de la carte électorale et des vrais génies de la donnée électorale. Et quand quelqu'un comme Jen O'Malley Dillon, qui n'est pas dans la communication, vient pour communiquer sur ce sujet, on l'écoute. Elle dit d'ailleurs, elle commence, je trouve que c'est intéressant, déjà elle répond d'entrée en disant voilà les informations que nous avons
sont bonnes, hein, ça se passe bien pour nous. Elle va rentrer dans les détails, mais elle précise ce que je vous dis émission après émission, il n'y a pas de référence historique. Il faut arrêter avec les références historiques, il n'y en a pas. L'élection 2024 est unique. Et puis après, elle parle de 2 catégories d'électeurs. Il y a la catégorie qui sont les électeurs qui sont les high propensity voters, donc c'est ceux qui votent de manière sûre. On sait qu'ils sont identifiés comme démocrates et donc les campagnes ont chaque jour, et c'est évidemment tout ça est centralisé, ça se joue grâce à des apps au niveau local. Du niveau local, ça part au niveau de l'État et ça arrive directement à la direction de la campagne, donc qui est dans le Delaware, si je me rappelle bien. Et dans ces informations centralisées, on a des gens qui sont spécialistes de ça et qui ont donc des objectifs en se disant, bah, tiens, aujourd'hui, on a besoin à tel bureau de vote, hein, c'est à ce niveau-là, à tel bureau de vote que X milliers de personnes ou X centaines de personnes parmi nos électeurs vont voter. Et donc, chaque jour, on surveille ce progrès-là pour voir si on est conforme avec l'idée d'avoir le volume nécessaire pour gagner l'élection. Et donc là, Jean O'Malley Dillon explique que sur ce niveau-là, on est bon. Mais la surprise, qui n'est pas forcément une surprise parce que c'est lié à un travail complètement fou sur le terrain de volontaires, de centaines de milliers de volontaires qui vont taper à des millions de portes. Et quand je vous dis millions, c'est ce qui s'est passé dans tous les États clés ce week-end de la part des démocrates. L'idée, c'est de se dire, on va chercher tous les électeurs, où qu'ils soient. Hein, ça, c'est vraiment une stratégie. Pourquoi ? Parce que, on veut gagner, et puis aussi, gardez-le en tête. L'idée est d'augmenter les marges, les marges les plus grandes possibles pour essayer de tuer toute idée de contestation de Donald Trump. Plus la victoire de Kamala Harris, si elle gagne dans 8 jours, plus sa victoire sera importante, plus ça va mettre Donald Trump dans une position difficile de contester le résultat. Donc il y a cette volonté d'aller chercher, on a vu Tim Walz qui était dans des réserves indiennes de l'Arizona, Fetterman qui était encore en Pennsylvanie, en plein territoire, même pas rouge, mais rouge foncé, Julia Roberts qui était en Géorgie, non pas dans des territoires, elle est allée sur les terres de Marjorie Taylor Greene. Donc c'est vraiment cette volonté d'aller chercher des électeurs de partout. Ce qu'on appelle donc ces low propensity voters, c'est Donald Trump aussi, pas les mêmes, mais Donald Trump cherche ces électeurs-là, ce sont ces fameux réservoirs de voix, en se disant allons convaincre des électeurs qui ne votent pas d'habitude d'aller voter pour nous. Et là, du côté démocrate, on nous dit les chiffres, donc ces low propensity voters, ce sont beaucoup de jeunes, qui vont voter pour la première fois, et elle donne l'exemple de Las Vegas, où pendant le week-end, il y a eu énormément de jeunes électeurs qui ont voté pour la première fois. Ce sont des électeurs qui n'apparaissent pas forcément lorsque vous allez voir les chiffres qui se promènent, vous allez regarder les chiffres démocrates ou républicains, ils n'apparaissent pas forcément dans cette catégorie. Ce sont des gens qui se sont inscrits le jour même. Donc ça, par exemple, ce sont des informations que la campagne peut chercher, le nombre de personnes qui se sont inscrits le jour même et qui ont voté. Donc ça, ce sont des électeurs que eux, la campagne, par leur travail sur le terrain, ont apporté jusqu'au bureau de vote. Et surtout, il y a au Nevada, que on connaît pour le coup très bien, il y a cette énorme catégorie d'électeurs sous-catégorie autres, parce que désormais, quand vous vous inscrivez, vous êtes automatiquement dans cette catégorie. Et du côté démocrate, on considère qu'une partie essentielle de ces électeurs autres sont démocrates. Et donc, confiance. Et à un moment dans l'interview, donc elle explique que, je vous parlais de chiffres, que dans la journée de dimanche, c'était samedi, excusez-moi, dans la journée de samedi, les volontaires de Kamala Harris, les chiffres sont fous. Dans la journée de samedi,
les volontaires de la campagne de Kamala Harris ont tapé à 1,2 million de portes dans tous les États clés. Et je vous en avais parlé au moment du débat, ce travail sur le terrain, ce face-à-face avec les électeurs, c'est ce qui est le plus efficace qu'un débat, plus efficace que n'importe quelle publicité, polémique, podcast, émission, c'est ce travail-là. Et donc, dans la journée de samedi, et le dimanche est la journée la plus importante, dans la journée de samedi, c'était 1,2 million. Et donc, autre propos extrêmement intéressant de Jen O'Malley Dillon qui a dit qu'elle comprenait que c'était normal d'être nerveux et d'être anxieux, je la cite, mais elle a dit « Ne vous en rendez pas malade, parce que on a vraiment un bon sentiment où nous en sommes, on est on track, donc on est exactement où on veut être à 8 jours de la campagne et nous sommes extrêmement confiants que nous allons gagner cette élection. We are very confident we are going to win this thing. Donc c'est rare et c'est un changement. On l'a vu d'ailleurs, Thomas vous propose cette vidéo sur ce changement sur Kamala Harris qui, depuis ce week-end, depuis que les premiers chiffres early vote, il y a désormais suffisamment de données remontent jusqu'à la campagne et sont compilées par des génies comme Jen O'Malley Dixon. Ce n'est pas la seule et il y en a aussi côté républicain. D'être extrêmement confiant et donc Kamala Harris qui explique le momentum est pour nous et meeting après meeting va dans ce sens-là de dire nous avons gagné. La vidéo est en ligne, hein, Thomas, c'est ça? Oui, la vidéo est en ligne. On l'a vu la dernière fois avec Michelle Obama, très 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 tôt dans son discours, Kamala Harris a insisté « And we will win, we will win, we will win ». C'est nouveau, c'est basé sur le fait que, comme tu as dit, il y a un momentum. Au même temps qu'on a les chiffres d'early vote, Kamala Harris fait ces événements énormes. Encore aujourd'hui, je crois qu'en ce moment, peut-être elle est avec Bruce Springsteen ou un peu plus tard. Non, c'est Barack Obama avec Philly. Ouais. Oui, voilà. Donc il y a ce momentum. La vidéo est en ligne et je crois qu'on va continuer à le voir ça dans les prochains jours aussi. Ouais, et d'ailleurs, en parlant de momentum, donc demain, elle sera à Washington. Elle sera à Washington. On va très certainement prendre l'antenne pour vous au Québec vers 18h, je pense, quelque chose comme ça. En parlant de momentum, lorsque la campagne de Kamala Harris a déposé son premier permis pour pouvoir faire ce rallye à Ellipse, donc à l'endroit où Donald Trump a incité la foule à marcher sur le Capitole, le premier permis était de 7500 personnes, ce qui est dans le cœur de Washington. C'est une ville administrative, c'est déjà beaucoup de monde. Et ce matin, la demande de permis a été révisée et approuvée pour 22 000 personnes à Washington. Donc vous allez avoir cet événement massif, public, dans un lieu symbolique. Ça va vraiment être un événement majeur. On sera là, Thomas, hein? On sera là, abonnez-vous. J'ai hâte de voir ces images et de voir à la fin, j'imagine, on aura des images aussi où on va comparer ce que c'était le 6 janvier, comparer ce que c'était là. Et c'est vraiment, encore une fois, un moment historique qu'on va vivre ensemble. Alors je sais que ça sera la nuit pour beaucoup d'entre vous en Europe, mais évidemment l'émission sera en rediffusion. Évidemment, on y reviendra dans Maintenant Matin, mercredi à 8h. Déjà demain, il y aura Maintenant Matin à 8h. Mais voilà, si vous avez la possibilité et l'envie de passer une nuit blanche, et puis sinon l'émission sera évidemment en replay, en rediffusion sur notre chaîne, ça va être un moment complètement fou donc des milliers de personnes à Washington pour ce qui va être le discours où Kamala Harris va donner ses closing arguments. On a hâte d'y être. Allez, on fait une petite pause et on rentre dans les chiffres du sondage.
Voilà, nous sommes plus de 7000 en direct. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la sonnette de notification. On va parler sondage. Je sais que c'est un sujet qui vous fascine. On a fait plusieurs émissions. Le 4, nous aurons Jean-Marc Léger avec nous qui viendra nous présenter le dernier sondage de la campagne. Globalement, ça a été une bonne journée de sondage aujourd'hui pour Kamala Harris. Parce qu'il y a eu plusieurs sondages qualitatifs au niveau des États qui sont sortis, des sondages indépendants, donc qui ne sont ni démocrates ni républicains. La majorité des sondages qui sont sortis ce mois d'octobre, en fait, on vous a raconté ça, étaient des sondages contrôlés par des instituts pro-républicains pour essayer de créer cette espèce de narratif autour d'une victoire extraordinaire de Donald Trump. Tout ça, ça va être utilisé dans quelques jours après le 5 novembre pour dire mais regardez, les marchés de Paris nous donnaient 70% de chances de gagner, les sondages, on était en avance, etc., etc. Il y a eu tricherie, c'est pour ça que nous avons perdu. Et donc aujourd'hui dans le Michigan, hein, Thomas, si on peut voir la carte des États clés d'un moment à l'autre, ça arrive dans le Michigan. Non, c'est pas celle-là, c'est pour tout de suite, c'est moi qui ai changé, c'était pour rien, c'est moi qui ai changé. Mais c'est pas grave, n'importe laquelle, c'est juste pour montrer géographiquement où on voit où on se trouve. Voilà, par exemple, celle-là, parfait. Donc le Michigan, vous voyez, c'est un des États clés que Kamala Harris doit impérativement gagner. Sondage de qualité non partisan, Michigan, Kamala Harris plus 3, important. Kamala Harris, Wisconsin, sondage de qualité indépendant, Kamala Harris plus 2 dans le Wisconsin. Et Pennsylvanie, sondage indépendant de qualité, Kamala Harris plus 2. Rien que ça, ce que je viens de vous raconter, c'est le fameux mur bleu, hein, le Rust Belt. Ces 3 États ensemble, plus 3, plus 2, plus 2, permettent à Kamala Harris d'être élue présidente des États-Unis. Sondage de qualité aussi au niveau du Nevada, où elle a 1 point d'avance. Évidemment, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on est too close to comfort? Est-ce qu'on est dans la marge d'erreur? Évidemment, c'est le cas, hein, ce qui est aussi ce qui vous montre que c'est pour l'instant une élection serrée. En tout cas, c'est l'histoire que les instituts de sondage ont décidé d'adopter pour cette élection. Il y a justement ce phénomène de herding dont on vous a parlé, où à l'heure actuelle, à mesure qu'on se rapproche de l'échéance, tous les instituts de sondage vont vous donner à peu près le même résultat en vous disant regardez, ils sont à égalité, on ne peut pas vraiment se tromper, ils sont à égalité. Donc voilà, mais en tout cas, avantage Kamala Harris. Sondage extrêmement intéressant dans le Kansas. Le Kansas, ce n'est absolument pas, hein, avec ses 6 grands électeurs, ce n'est absolument pas un État clé. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est pour ça d'ailleurs que des compagnies comme le New York Times le font parfois, d'aller sonder des États qui sont très clairement soit démocrates, soit très clairement républicains, parce qu'ils utilisent ces sondages comme outil de vérification. Si par exemple vous avez un État, un swing state, un État pivot, où il y a un candidat qui est candidat républicain par exemple, ou démocrate qui est en avance, et que vous observez le même phénomène lorsque vous allez voir dans un État qui est rouge. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on va aller au Kansas et on va voir si c'est quoi la performance de Donald Trump. Il avait gagné de 15 points en 2020. On va voir la performance de Kamala Harris et de Donald Trump parce que ça va nous éclairer sur les États du Midwest. Et justement, ce sondage indépendant de qualité montre que Donald Trump va gagner le Kansas, ce qui n'est pas une surprise, mais dans les sondages, il n'a plus que 5 points d'avance. Ce qui veut dire qu'il y a une tendance de rejet de Donald Trump, y compris dans les États, dans
pas tous, hein, c'est pas le cas en Floride, mais dans beaucoup d'États du Midwest américain. Et d'ailleurs, c'est confirmé. Je vais vous montrer cette carte, enfin, qui, voilà, on a passé la barre des 46. Merci Olivier, formidable, notre envoyé spécial à la carte électorale. Merci beaucoup Olivier. Donc, lorsqu'on regarde cette carte du Midwest depuis 2020, sondage après sondage, on se rend compte que dans les plupart des États, parce qu'il y a eu Roe v. Wade, dans la plupart des États, ce sont des États qui sont républicains, mais il y a des points qui sont gagnés par les démocrates. C'est-à-dire qu'il y a non seulement certains électeurs qui se tournent complètement vers les démocrates parce que Roe v. Wade, et d'autres qui s'éloignent de Donald Trump. Et pourquoi c'est important ? Parce que la théorie politique derrière ça, c'est que si le Midwest glisse sur sa gauche, pas suffisamment pour changer l'élection. Ce sont des États qui seront rouges, qui seront républicains dans 8 jours. Mais si le Midwest glisse légèrement sur sa gauche, ça veut dire que les autres États aussi. Et donc, on se dit, voilà, le Minnesota va bénéficier de ça, le Wisconsin va bénéficier de ça, la Pennsylvanie, jusqu'à la Caroline du Nord, va bénéficier de ça. Et d'ailleurs, on voit sur la carte que c'est le cas de la Caroline du Sud, etc., etc. Et que donc, ces sondages dans des États où on se dit mais pourquoi le New York Times va faire le Kansas, va faire le Nebraska ou va faire New York, c'est justement pour voir s'il y a d'autres tendances qui sont importantes. Se dire par exemple, tiens, regardez Donald Trump à New York, dans l'État de New York ou en Californie, il a gagné 10 points, il va perdre, mais il a gagné 10 points, ce qui veut dire qu'il y a un élan pour Donald Trump dans tout le pays. On ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est que même dans les États sûrs, encore aujourd'hui, l'Alaska, où Donald Trump n'a que 3 points d'avance. Ça ne veut pas dire que l'Alaska va être démocrate dans 8 jours, mais ça veut dire que Donald Trump, même dans les États où il a une assise forte, il est en baisse. Ouais, et ce sont des chiffres assez impressionnants quand on voit là, certains États. Et oui, c'est ça, même si ce ne sont pas des États qui sont en jeu en 2024, je crois que on va revenir sur ces sondages après les résultats de l'élection pour voir à quel point est-ce qu'il y a eu cette connexion entre les États. C'est certain qu'il y a un poids dans cet effet-là. Maintenant, à voir dans les États clés à quel point ça sera résultat. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à ce nouveau sondage. Je n'aime pas le terme sondage parce que ce dont je vais vous parler maintenant, c'est une étude, vous allez voir, une étude scientifique dans son approche et dans son ampleur. Donc, c'est une université de Tufts qui fait une enquête. Ils ont créé ce qu'ils appellent the Cooperative Election Study. Et la Cooperative Election Study, c'est une enquête sans précédent. Il n'y a qu'eux qui font ça aux États-Unis. Ça existe depuis 2008 et donc tous les 4 ans, ils agissent que tous les 4 ans, ils font une enquête à 2 niveaux. Ils vont interroger les Américains avant l'élection et après les Américains après l'élection. Mais déjà, ce qui permet de vérifier la data, donc d'adapter, de modifier les modèles justement de savoir combien il faut de républicains, de démocrates, d'hommes, femmes, par des races, par rapport à l'âge, etc., etc. Donc ils font ça avant et après. Mais ce qui est fou dans leur travail, c'est le nombre d'électeurs qui sont interrogés. Vous le savez, on parle très souvent de ça lorsqu'on vous parle de sondage, de la taille du panel, en vous expliquant qu'au niveau national, lorsque vous commencez à avoir 1000 électeurs, c'est un bon panel entre 800 et 1002.
c'est à peu près la taille de panel qui est utilisée par les compagnies de sondage, que ce soit Ipsos, Harris, que ce soit Jean-Marc Léger, c'est entre 800, je pense que Jean-Marc est toujours autour de 1000. Ouais, c'est dur de sonder plus que ça déjà. 1000 personnes, c'est énormément de travail. C'est énormément de travail. C'est souvent au niveau des États, c'est beaucoup moins. Des fois, c'est beaucoup trop peu. D'ailleurs, ce sont des échantillons qui sont trop petits. Là, pour que vous compreniez, le CIS, eux, depuis 2008, ils ont interrogé plus d'1 demi-million d'Américains. Donc, en moyenne, ils interrogent 50 000 Américains. Donc, leur panel, à eux, c'est 50 000 Américains. Ce qui, en taille, est déjà le plus important. C'est environ 50 000 Américains. Donc, 50 000 Américains. Pour 2024, on va y venir. Ils ont fait cette enquête du 1er octobre au 25 octobre. Donc, c'est encore récent. On est le 28. Ils ont terminé il y a 3 jours. Donc on est vraiment dans ce que les Américains ont en tête. Ce qui est intéressant dans ces dates-là, c'est que ce sont des dates qui couvrent cette période du early vote, donc où les Américains votent déjà. Donc on peut se dire qu'il y a une concordance de l'opinion, des résultats qu'ils ont trouvés et de l'opinion américaine. Ils ont interrogé 78 247 Américains. Et de ces 78 247, ils ont établi un pool de 48 732 Américains qui vont voter. Ce sont des extremely likely voters. Ce ne sont pas des gens qui sont inscrits sur la liste électorale ou qui songent qu'ils vont voter. Ils ont un panel de 48 732 likely voters quand les autres ont uniquement, entre guillemets, parce que c'est déjà très bien, en ont environ 1 millier. Donc, résultat, vous êtes obligé de regarder ces chiffres-là, parce qu'en plus de ça, ils ont de la donnée qui est extrêmement importante. Lorsque, par exemple, je vous explique qu'il y a plus de femmes, on va revoir la courbe de genre, Thomas, cette fois-ci, pas celle de 2024, leur travail permet d'établir ce genre de courbe où vous voyez la courbe entre les hommes et les femmes. Et donc, vous voyez, depuis 2008, depuis qu'ils se sont lancés, 2006, parce qu'ils avaient fait une enquête du même volume pour les élections de midterm, on voit qu'ils ont déterminé, parce qu'ils retournent voir leur panel de 50 000 Américains pour savoir s'ils ont vraiment voté et pour qui ils ont voté. On voit que, par exemple, il y a plus de femmes. Ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est le cas. Donc, vous voyez, et il y a toujours plus de femmes qui votent que d'hommes. Et c'est le pari de la campagne de Kamala Harris. Rien que cette statistique-là, elle est extrêmement intéressante. Ouais, on comprend tout de suite la stratégie. Ouais. Et donc, tous les 4 ans, ils font cet énorme sondage. Il faut savoir qu'ils sont financés par the National Science Foundation. Donc, ils sont financés par le plus prestigieux organisme scientifique aux États-Unis. En termes de qualité, c'est du AA+, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute sur le qualitatif. Ils demandent énormément d'informations. Leur méthodologie est complètement approuvée. Et puis, il y a leur histoire. 2008, 2012, 2016 et 2020. On va revenir en 2020 parce que c'est extrêmement intéressant. En 2020, leur sondage avait établi que Joe Biden allait terminer à 51% de voix. 51% de voix. Si vous allez regarder les chiffres de Joe Biden en 2020, il a terminé à 51% de voix. 51% de voix. Ils ont trouvé, et même si beaucoup de sondages mettaient en avant que Joe Biden avait gagné, ce chiffre de 51, ils sont quasiment les seuls à 10 jours avant l'élection de l'avoir établi. 51%. 51% des voix. Entre 43 et 45 pour Donald Trump, il a fait 46,8.
Il a fait 46,8. Donc, ils ont un petit peu sous-estimé Donald Trump. Pourquoi ? Parce que Donald Trump est allé chercher des électeurs que personne allait interroger, qui étaient ces électeurs qui vivaient au milieu de l'Amérique rurale et qui ne votaient plus. Mais ils arrivent à 45. Ils arrivent à 45. Et ce qui est extrêmement intéressant, donc ils arrivent à 45 lorsqu'il a fait 46. Il n'y a quasiment pas de compagnies de sondage qui ont trouvé ce chiffre-là. Donc, ils sont très, très proches. Ils sont très, très proches de la vérité en 2020. 2016, c'est extrêmement intéressant. 2016, je suis allé retrouver leur rapport de l'époque pour vérifier, parce que j'avais les chiffres qu'ils mettaient eux en avant, pour aller vérifier. Donc, en 2016, ils avaient interrogé 117 316 Américains. Ils en avaient fait un panel de likely voters, donc qui allaient voter, de 84 282. D'accord ? Et ils avaient identifié des tas de choses. 2016, Hillary Clinton, lorsque tout le monde s'est trompé, d'accord ? Ils avaient estimé que Hillary Clinton allait gagner l'élection au niveau du vote populaire et qu'elle allait faire dans les 43% et que Donald Trump allait faire dans les 40%, mais que ces chiffres pouvaient augmenter de côté parce que ce qu'ils avaient relevé dans leur sondage, c'est que les candidats du troisième parti, Gary Johnson, qui était le candidat libertarien, et Jill Stein, étaient extrêmement bien placés. Mais le plus important est ailleurs. Ils avaient remarqué, grâce à leurs chiffres, qui leur permettaient d'aller voir dans des États, et personne ne le disait à l'époque, que Hillary Clinton était en position de perdre la Floride et était en position de perdre la Pennsylvanie et que c'était statistiquement à égalité au niveau du Michigan. Personne, à part les quelques sondages qu'on vous a montrés, les quelques sondages au niveau des micros, le micro-polling qui montrait qu'il y avait quelques difficultés à venir au niveau du Michigan, personne ne l'avait trouvé. À ce moment-là, l'idée générale, c'est de se dire que peut-être Hillary Clinton pouvait gagner au niveau de l'Ohio. Eux disaient non. Au niveau de l'Ohio, ça va être Donald Trump. Il a gagné l'Ohio. La Floride, ils expliquaient que c'était en danger. Et en fait, lorsqu'ils ramenaient ça au niveau des grands électeurs, ce qu'ils n'ont pas fait cette année, ils expliquaient que Donald Trump avait un avantage de 188, était en tête sur 188 grands électeurs, ce qui était certain, 253 pour Hillary Clinton. Et puis là, ils expliquaient que dans la réalité, on était à une semaine, qu'il y avait 97 grands électeurs au niveau des États qui étaient trop proches, qui étaient too close to call. Donc, alors qu'à ce moment-là, on donnait des 70% de chances de Hillary Clinton de gagner, eux disaient non, c'est too close to call. Et la conclusion, en 2016, je vous lis, je l'ai mis sous les yeux exprès pour le lire, la conclusion de ce rapport en 2016, à un moment où personne disait ça, tout le monde vous expliquait que Hillary Clinton allait gagner, donc y compris tous les experts de plateau français, même si aujourd'hui ils vous disent autre chose. Donc, eux concluent, en se basant sur cette donnée de 80 000 Américains, The race could go either way. Donc, l'élection peut aller dans les deux côtés. Elle a une avance qui est importante, voire définitive, au niveau du vote populaire. C'est exactement ce qui va se passer. Mais dans les États, les battleground states, dans les États clés, la situation est trop proche. Je vous rappelle que, par exemple, en Pennsylvanie, Nate Silver donnait 77% de chance à Hillary Clinton de gagner. Eux disaient non. Et d'ailleurs, ils disent, voilà,
Hillary Clinton est vraiment en difficulté en Pennsylvanie et en Floride, et ce sont 2 États critiques pour permettre à Donald Trump de remporter l'élection américaine. Donc on voit qu'en 2016, tout était là. Tout était dans ce rapport, dans ce survey. Donc c'est même pas un poll, ils appellent ça un survey, un recensement des électeurs américains. Pourquoi ? Parce que méthodologie impeccable, et au-delà de la méthodologie impeccable, le fait qu'ils ont ces échantillons qui sont 48 000 fois plus grands que tous les sondages dont les médias vous parlent tous les jours. Je vous rappelle, 2024, ils sont allés interroger 48 732 électeurs qui sont likely, extremely likely, donc qui très probablement vont voter. Et les résultats sont lesquels ? Je vous les dis tout de suite ou on fait une pause ? Non, je vous les dis tout de suite. Je vous les dis tout de suite. Donc, le résultat, c'est que, et là, on n'est pas dans le herding, d'accord ? Ils estiment que à l'heure actuelle, donc leur enquête, encore une fois, était du 1er octobre au 25 octobre. Ça s'est terminé 3 jours. Et donc, les résultats de leurs 48 732 Américains donnent une avance de 4 points à Kamala Harris, 51-47. En gros, les mêmes proportions que l'élection de 2020. En 2020, ils avaient annoncé, ils étaient un petit peu proches ils étaient un petit peu en arrière pour Donald Trump, mais ils avaient annoncé le vote exact du score de Biden. Et donc, ce sondage, cette enquête validée par la National Science Foundation de la Cooperation Election Study, donne une avance de 4 points à Kamala Harris. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils estiment qu'on est passé de 4% à 3% d'électeurs qui sont toujours sans décision, que la majorité de ces électeurs sans décision auraient tendance à voter pour Kamala Harris s'ils vont venir voter, ce qui est une très bonne nouvelle pour elle. Ça veut dire que même là, à 51% des voix, d'après eux, elle dispose encore d'un nouveau réservoir électoral. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un sondage universitaire, scientifique, ils communiquent la totalité de leur crosstab et donc toutes les informations qui après vont rentrer. Ils ont créé une app il y a quelques années, qui vous permet, si vous êtes étudiant, si vous êtes chercheur, ou si vous êtes journaliste et que vous avez accès à tout ça, ce qui est mon cas, d'aller chercher dans leur base de données et de voir ces tendances, par exemple, de voir les genres, ou ce qui est intéressant, j'ai utilisé leur base de données, j'ai préparé une émission sur le vote de la communauté LGBTQ, et donc je suis allé voir en me disant, mais aujourd'hui, la communauté LGBTQ+, est-ce que c'est des gens qui vont voter ? Est-ce qu'ils votent plus que les Américains, moins que les Américains, etc., etc. C'est ce genre d'information qui est disponible, basée sur des enquêtes depuis 2006, plus de 1 demi-million d'Américains. 1 demi-million d'Américains. Et donc, ce qu'on apprend, par exemple, c'est que dans leurs chiffres, ils se sont rendus compte de 2 choses, et beaucoup de choses intéressantes, mais on va parler de 2 choses. C'est que Kamala Harris récupère la quasi-totalité des électeurs qui ont voté pour Joe Biden en 2020, 95-3, donc 3% des électeurs de Joe Biden ne vont pas voter. Ça ne veut pas dire que c'est tous les démocrates, c'est ceux qui sont allés voter. C'est là où ça va être intéressant. Du côté de Trump, il fait aussi le plein, 95 et 4% de ses électeurs qui ne décident de ne pas aller voter. Ça ne veut pas dire que ça sera uniquement le cas. Il y a déjà des républicains qui n'ont pas voté pour lui en 2020, qui ne voteront pas à nouveau. Donc, c'est ça qui est clé. Et surtout, et ce chiffre-là est important par rapport à ce que disait tout à l'heure Jen O'Donnell, le fait que au niveau des électeurs qui n'ont pas voté en 2020 parce qu'ils étaient trop jeunes ou parce qu'ils ne se sont pas déplacés, Kamala Harris domine 51-42.
C'est-à-dire que plus il va y avoir de ces nouveaux électeurs, plus il va y avoir de ces gens qui ne votaient plus, qui vont aller voter, c'est à l'avantage de Kamala Harris. Au niveau des femmes, alors vous en venez, vous vous souvenez des chiffres que je vous ai montrés de la situation en 2024. C'était quoi exactement? Parce que je pense que c'est très intéressant, Thomas, le tableau actuel du early vote pour les femmes. On regarde et on voit que c'est du 54,43,9, ok, 54,439. Et eux, dans leur enquête, pour que vous compreniez la précision du truc, ils se sont rendus compte qu'à l'heure actuelle, il y a 53% des femmes qui soutiennent Kamala Harris et 42% des femmes qui soutiennent Donald Trump. Donc c'est exactement à la virgule près, pas loin, les mêmes proportions que les chiffres qu'on retrouve aujourd'hui dans le early vote. Et ce qui est extrêmement intéressant et qui doit, si c'est vrai, traumatiser, effrayer la campagne de Donald Trump, c'est que au niveau des électeurs qui sont hommes, leur étude démontre que Kamala Harris mène 49-48%. C'est étonnant, hein? Ça, c'est une surprise. Ouais. Ça, c'est une surprise. Et quand on parlait des options où Kamala Harris peut faire cette espèce de blue wave et vraiment nous surprendre et prendre plus d'États que ce qu'on imaginait, ce sont ce genre de statistiques qui vont compter. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si Kamala Harris surperforme avec les femmes et limite les dégâts côté hommes, ça va être un échec majeur pour Donald Trump. Donald Trump a besoin que plein de femmes ne votent pas pour Kamala Harris et que surtout, il creuse cet écart avec les électeurs hommes. Ouais, exactement. Et donc, on continue dans ces fameux crosstabs fournis par le Cooperative Election Study. On se rend compte qu'au niveau des électeurs entre 18 et 39 ans, Kamala Harris, c'est 59% des voix, 37% pour Donald Trump, et que la seule catégorie d'électeurs que Donald Trump gagne en termes d'âge, et c'est problématique pour lui parce que c'est une catégorie qui est en difficulté. Covid est passé par là, et puis elle est en train de disparaître naturellement, vous allez comprendre, du pool électoral. Ce sont les 60 ans et plus où Donald Trump fait du 52-46. Mais même ça, 52-46 comparé au 59-37, c'est pas le même chiffre. Après, il y a le niveau d'éducation. On vous a expliqué que c'est le gros échec des sondages en 2016 qui n'ont pas réussi à voir ce qui était en train d'arriver. Et c'est là que vous voyez que eux ont pu mettre tous leurs doutes sur 2016 parce qu'ils étaient les seuls à ce moment-là à poser ces questions par niveau d'études. Très souvent, Jean-Marc Léger nous a dit non, on ne le faisait pas en 2016, et c'est pour ça qu'on a annoncé ces victoires de Hillary Clinton, ces 70% de chance, parce qu'on ne faisait pas cette différenciation. Et cette différenciation, elle est énorme. Au niveau des Américains avec un diplôme universitaire, Kamala Harris, c'est 59% des voix contre 38% à Donald Trump. Et lorsqu'on va dans le niveau scolaire qui est hors diplôme universitaire, c'est 51% pour Trump, 46%. Encore une fois, Kamala Harris, et c'est pour ça qu'elle est en tête globalement, elle limite les écarts, même si Trump est en tête. Et toujours dans les éducations, et c'est pour vous montrer ces nouvelles disparités qui se sont creusées au niveau de l'électorat. L'électorat blanc qui a un diplôme universitaire, Kamala Harris fait 57%, Trump 40%, et l'électorat blanc qui n'a pas de niveau universitaire, de diplôme universitaire, Trump fait 57-40. C'est exactement... Ouais, ça, c'est fascinant. C'est exactement les mêmes statistiques, mais inversées. Donc, ce qui veut dire que Trump, aujourd'hui, a deux catégories d'électeurs. Il a les plus de 60 ans et il a les blancs, les électeurs blancs sans éducation scolaire.
ce sont ces deux cœurs de cible. Donc c'est pour ça que vous entendez toutes ces conspirations qu'il peut mettre en avant en permanence, parce qu'il est face à des gens qui n'ont pas le niveau d'éducation nécessaire pour s'éloigner de ça. Évidemment, au niveau de l'installation géographique, Kamala Harris, énorme avantage avec les électeurs des villes, 62%. Les électeurs des banlieues, et c'est nécessaire, les électeurs de banlieues résidentielles, c'est eux qui avaient permis à Donald Trump de gagner en 2016. En 2020, ils avaient voté pour Joe Biden, et c'est encore le cas cette année, 52% pour Kamala Harris, 45% pour Donald Trump. Et donc voilà ce que l'on peut dire. Donc je vous rappelle l'information importante donc, de cette étude qui ne s'est jamais trompée pour l'instant. En tout cas, on va toucher du bois. Qui n'a rien à faire du herding. Donc, alors que la plupart des grands instituts de sondage, je vous explique, au niveau national, ils sont à égalité, eux disent non. On a interrogé 48 732 Américains qui sont des likely voters, donc qui vont voter de manière quasi certaine. On a interrogé donc 48 000 fois plus que vous. Et nos conclusions, c'est que aujourd'hui, Kamala Harris remporte l'élection américaine 51-47. Ouais, avec ce genre de chiffres, on imagine quoi au niveau des États, des swing states? Bah justement, s'il y a 4 points, j'avais vu ça, il y a un autre statisticien que je suis qui fait pas partie des grosses stars de la statistique américaine, et il a essayé de faire cette étude-là, et il démontrait que si c'était du +4 avec le changement au niveau de la carte électorale, on arrivait avec une victoire dans tous les États clés de Kamala Harris. Est-ce que c'est probable ou pas? On ne le sait pas, on verra. Si elle passait au-delà de ça, si elle arrivait entre 5 et 6, c'est des moments comme des États comme la Floride, le Texas, peut-être l'Ohio qui sont visés, mais on ne sera pas non plus dans ces résultats-là. Mais donc voilà, on voit que lorsque on avance en termes d'électeurs, en termes d'écart, plus l'écart est grand, plus ces chances de multiplier des États et aller chercher des États qui sont marqués républicains existent. Mais en tout cas, voilà. Et au moment où je vous parle, justement, nouveau sondage de qualité complètement indépendant au niveau du Detroit News, c'est donc Kamala Harris 47-44. 47-44 pour Kamala Harris au niveau du Michigan. Donc voilà, est en train de se passer quelque chose. Soyez prudents sur tout ce qui se promène, entre autres sur les réseaux sociaux, et je ne parle pas forcément des experts de plateau, mais je parle de certains journalistes, de certains qui d'un coup viennent sans aucune expérience sur l'actualité américaine. Ils suivent tout et quelles que soient leurs bonnes intentions, quels que soient les comptes qu'ils suivent, y compris le mien, ce qui est pas mal pratique par moment pour eux, commencent à publier des cartes en vous expliquant tiens, c'est en train de se passer ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Soyons prudents par rapport à ça, mais concentrons-nous donc sur ce sondage. 48 732, un sondage moyen, je vous le répète, c'est environ 1000 likely voters. Là, on est à 48 732, Kamala Harris 51, Donald Trump 47.